passe au vote suivant déposé par les élus du groupe écologiste concernant la 5G. La parole est à Émile Meunier. Merci. Mes chers collègues, si je me suis engagé en politique, c'est aussi parce que j'en avais assez. Assez d'entendre nos dirigeants dire que nous n'avons pas le choix. Pas le choix car c'est la mondialisation. Pas le choix car nous allons perdre des emplois. Car les premiers de cordée partiront ailleurs. En renonçant ainsi à choisir, depuis des décennies, le politique a organisé sa propre impuissance. Comment, dans ces conditions, s'étonner que les gens lui retirent leur confiance? Et voilà que maintenant, c'est la 5G. Une fois de plus, on nous fait croire que nous n'avons pas le choix. Bien moi, je dis que nous l'avons. Nous avons le choix, et même le devoir, de nous poser les bonnes questions. Et ce choix passe par un moratoire sur le déploiement de la 5G. Mais avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais rassurer certains d'entre nous. Ce conseil d'arrondissement est légitime à se saisir du sujet. Il est légitime à faire cette demande de moratoire. C'est dans nos rues qu'on nous promet des milliers d'antennes qui vont diffuser des ondes et que nous allons devoir expliquer aux habitants. C'est dans notre quotidien que nous serons en veille d'objets qui vont collecter nos données. Alors oui, nous avons notre mot à dire. Le 18e compte à Paris et Paris compte en France. Alors pourquoi un moratoire? C'est-à-dire, pour le dire clairement, suspendre le déploiement de la 5G le temps d'organiser un débat éclairé. Vous noterez au passage que j'ai dit suspendre et non pas interdire. Parce que de toute évidence, la 5G pose une question écologique. Elle va multiplier par 10, puis par 50 le trafic Internet mobile. Et les choses ne sont pas claires. D'un côté, vous avez le patron d'Orange qui dit que nous allons faire des économies d'énergie, mais de l'autre, les patrons de Bouygues et d'Ericsson affirment au contraire que nous allons exploser les compteurs. Qui croire? Vous en doutez, j'ai mon avis. Mais ce n'est pas à nous d'entrer ici dans un débat d'experts. Notre rôle est politique. Au regard des incertitudes et de l'ampleur de la transformation à venir, notre rôle est de demander du temps pour réaliser des études indépendantes, du temps pour organiser un véritable débat et trancher démocratiquement ces questions complexes. C'est précisément l'objet de ce moratoire. Nous avons le droit de nous interroger sur les notions d'innovation et de progrès. Et les deux ne sont pas toujours synonymes. L'innovation est l'affaire des savants, le progrès humain est l'affaire du politique. Ou, autrement dit, ce n'est pas parce que les savants savent le faire que nous devons le faire. Oui, nous savons rouler à 250 km/h sur les routes. Pour autant, nous n'avons pas choisi de le faire au nom de la sécurité. Oui, nous savons multiplier le trafic Internet par 50. Pour autant, nous pouvons décider de ne pas le faire pour des raisons environnementales ou autres. Mes chers collègues, alors j'ai cru comprendre que, désormais, nous serions tous d'accord sur l'utilité d'un débat pour éclairer les citoyens. J'ai même entendu le président de la République le dire récemment. Mais à quoi bon débattre sans moratoire préalable? Que dire à nos concitoyens? Débattez, peu importe vos conclusions, en fait. Ça ne servira à rien puisque tout est déjà enclenché. Ce n'est pas convenable. Alors, pourquoi utiliser le mot moratoire et non pas un synonyme ou une formule proche que d'aucuns voudraient nous faire adopter? Car c'est désormais le terme employé par tous, par la Convention citoyenne pour le climat en premier lieu, mais aussi par le gouvernement, par les médias. Donc soyons précis pour la clarté du débat et de nos positions. Mes chers collègues, faisons bien les choses et dans l'ordre. D'abord on réfléchit, ensuite on décide, et pour cela, nous avons besoin d'un moratoire. C'est l'objet du vœu que je vais vous demander de voter au nom du groupe écologiste. Merci. Merci beaucoup, Émile Meunier. On est au cœur d'un débat important qui va nous mener à toutes les échelles du débat, sans doute pendant un certain temps. Je vais faire une proposition de méthode pour commencer. Je propose que les différents groupes qui le souhaitent puissent s'exprimer sur cette question et en fonction des expressions des uns et des autres, vous avez vu qu'un autre vœu aussi est possible, mais on verra bien ce qu'il en est. Et je dirai un mot. Donc, on commence par débattre. Je dirai un mot à l'issue de ce débat et je proposerai une méthode si vous en êtes d'accord. Donc, j'ai vu Monsieur Granier. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Bournazel. Allez-y, Monsieur Granier. On est bon?
Mes chers collègues, nous avons bien pris connaissance à la fois de la demande de moratoire sur la 5G la semaine dernière publiée dans la presse et le vœu exprimé par votre groupe, cher collègue Meunier, à l'instant, et le vœu posé sur table des élus du groupe Paris 18 en commun. La position de notre groupe sera la suivante. Compte tenu du calendrier de la mise aux enchères par l'État de la 5G, le 29 septembre prochain, il paraît opportun pour nous, à Changer Paris, de constituer à présent également un groupe de travail afin de veiller et d'accompagner le bon déploiement des innovations à Paris. Dans la perspective des conclusions de ce groupe de travail, nous faisons donc le choix de nous abstenir sur votre vœu qui sera mis aux voix ou retiré. Si nous avons à nous exprimer dessus. Néanmoins, quelques points de réaction à votre vœu que nous souhaitons vous présenter. Tout d'abord, vous soulignez vraisemblablement que la 5G augmente le débit. La question n'est pas tant le débit, mais la précision que pourra offrir cette technologie, notamment pour des usages de pointe, comme dans la médecine, comme dans la défense, comme dans la mobilité pour tous, à travers notamment les objets communément appelés IoT, les objets connectés. La 5G n'a pas vocation à simplement améliorer le confort de l'accès à Netflix ou je ne sais quel film dans l'ascenseur. C'est pourtant ce qu'a l'air d'exprimer le vœu que vous présentez ce jour et qui soulève la question suivante. A-t-on vraiment besoin d'un meilleur débit? De quels usages parle-t-on? Il ne faudrait peut-être pas, cher collègue Meunier, entrer dans la caricature. La consommation énergétique est à mesurer, tout simplement parce que la 5G ne fonctionnera qu'à la demande, ce qui n'est pas le cas de la 2, 3, 4G qui rayonne en permanence. Et il faut donc considérer le rapport consommation électrique et rayonnement. Le parc d'antennes relais va vraisemblablement évoluer en parc combiné d'antennes relais, 2, 3, 4, 5G, et c'est par conséquent un parc qui a vocation à évoluer dans son fonctionnement. Concernant l'obsolescence programmée que vous évoquez, et qui est dénoncée par votre groupe, la fibre est pour l'Internet fixe à titre principal et la 5G pour l'Internet mobile. Il existe d'ailleurs des satellites qui nous apportent le GPS. L'ensemble de ces infrastructures trouve une complémentarité. En revanche, concernant l'obsolescence des matériels, nous vous invitons avec nous à développer l'économie du recyclage. Il existe d'ailleurs une directive européenne, directive sur les équipements électriques et électroniques, qui taxe leur mise au rebut. Enfin, vous évoquez une révision de la charte parisienne dans votre vœu. Nous rappelons qu'il s'agit d'une charte de bonne pratique qui n'a pas de caractère réglementaire. Le groupe Changer Paris choisira dans les conclusions de ce groupe de travail une position construite à la faveur d'un déploiement conforme aux règlements et engagements et à la faveur d'une information maximisée des Parisiens. Sachez donc que le groupe Changer Paris lance ce groupe de travail pour veiller à un déploiement responsable des innovations sur le territoire et plus particulièrement à Paris. Ce groupe va mener une réflexion, une série d'auditions afin de construire une position équilibrée. Pour conclure, mes chers collègues, Internet est devenu une infrastructure certes essentielle, comme l'eau, comme l'électricité, et nous allons vous assurer de notre vigilance à chaque fois qu'une décision réglementaire nous incombera. C'est pourquoi, chers collègues Meunier, je vous invite certes à nos débats et je propose aujourd'hui l'abstention sur votre vœu, comme sur le vœu sur table des communistes. Je ne referai pas d'intervention. Merci beaucoup. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est un sujet d'une grande complexité avec beaucoup d'éléments dans le vœu qui nous est présenté. Je parle du vœu des Verts. Nous n'avons pas de problème pour un contrôle général, des contrôles précis sur ce qui pourrait être fait, sur des tests. Nous n'avons pas de problème pour l'information, notamment des habitants et la concertation avec eux. En revanche, nous voudrions sortir une forme de posture qui existe notamment dans des débats médiatiques, qui serait de dire la 5G, c'est forcément négatif et forcément dangereux. D'abord, je note qu'un certain nombre de responsables, et un responsable important, notamment d'Europe Écologie Les Verts, a lui-même dit qu'il n'y avait pas de problème sanitaire lié à la 5G. La 5G, c'est un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, si on dit on ne fait pas la 5G, si on n'avance pas, on est à saturation de la 4G. Que va-t-il se passer? Faut-il plus d'antennes relais pour la 4G? Je ne crois pas. Par ailleurs, la 5G, de manière maîtrisée, la 5G de manière concertée, c'est peut-être aussi des gains de productivité pour développer le télétravail, désaturer les métropoles de déplacement, lutter donc contre la pollution, contre l'utilisation de véhicules, contre l'essence. Ce sont des sujets qu'on doit aussi poser
dans le débat public. C'est le progrès technique. J'entendais le maire d'Angers dire qu'il pouvait utiliser la 5G pour changer un certain nombre de politiques publiques, dont la politique publique liée à l'eau, et d'avoir du coup une baisse de consommation de l'eau. On peut le faire sur d'autres domaines. J'entendais aussi l'urgence, notamment des médecins, pour développer la télémédecine. L'urgence aussi, dans un certain nombre de villes et dans un certain nombre de campagnes, pour développer la 5G et de développer ces territoires-là dans le cadre d'une politique cohérente de développement territorial. Donc, nous allons nous abstenir sur le vœu des Verts, entendant la nécessité de concertation, la demande d'informations légitimes, oui à des contrôles, globalement, oui à des tests, mais pas de fermeture, pas d'opposition à la 5G, parce que la 5G peut et apporter dans un développement concerté, dans un développement utile, choisi, débattu, peut apporter un plus, notamment pour lutter contre un certain nombre de formes de pollution et participer aussi, bien mener, à ce progrès technique. Quant aux vœux présentés par le maire et le groupe Paris en commun, nous le voterons parce qu'il nous semble prendre en compte l'ensemble des préoccupations que je viens de donner, sans s'attaquer, évidemment, de manière claire au développement dans l'avenir de la 5G. Merci beaucoup. Je vais à mon tour dire un mot, sauf si d'autres responsables de groupes politiques voulaient s'exprimer. Pour exprimer en toute transparence, non pas une difficulté, mais une interrogation sur la méthode et donc une proposition. D'abord, je ne reviendrai pas sur le fond de la discussion sur la 5G, qui mériterait bien plus longtemps que le temps que nous avons à y consacrer ici, et qui, je n'en doute absolument pas, fera l'objet de nombreux débats dans la suite des événements, aussi bien publiquement qu'au Conseil de Paris, que sans doute au Conseil de la Métropole et beaucoup dans les médias. Ce que je constate, c'est qu'on est face, comme d'ailleurs souvent avec le déploiement de toute nouvelle technologie, à une contradiction, d'ailleurs parfois dans les mêmes individus, une volonté d'avancer et de faire en sorte pour un grand nombre de Parisiens de bénéficier de ce qu'ils considèrent être les intérêts de la 5G. Et les Parisiens sont attachés, chacun le sait, à être connectés, voire très connectés. Je me rappelle des débats que nous avions eus autour de cette table sur le fait qu'il était absolument indispensable qu'on puisse accéder à la 4G à l'intérieur du métro. Et voilà, il y a une proportion importante des Parisiens qui sont évidemment favorables à l'ensemble de ces technologies, un peu par principe. Et au fond, si nous avons tous passé une bonne partie de la soirée sur notre smartphone, c'est bien que nous y sommes nous-mêmes attachés. Et puis, il y a des inquiétudes très légitimes sur cette technologie en particulier, sur d'autres, mais sur cette technologie en particulier, à la fois sur la question de la sécurité des données, ce qui est un sujet important, et on a entendu les différents débats sur les fournisseurs de cette technologie et les risques que le fait que telle ou telle entreprise puisse participer au déploiement de la 5G et les craintes, c'est des craintes que j'entends. Étant moi-même possesseur d'un iPhone, je les limite aussi, sachant que mes données vont n'importe où, mais je l'ai choisi. Avec la 5G, c'est différent. Ce partage-là, il serait, selon ceux qui pensent ça, imposé. Et puis, il y a des questions sanitaires sur le fait de savoir si ces nouvelles antennes, qui, au moins, il faut en avoir conscience, dans un premier temps, ne se substitueront pas aux antennes de la 4G, donc qui iront en plus des antennes de la 4G, sont plus ou moins dangereuses, et si elles font porter des risques sanitaires. Et puis, il y a la question écologique, au sens plus pur du terme. Quelle est la réalité de la consommation énergétique de ces antennes? Est-ce que le fait que, dans un premier temps, elles ne se substituent pas aux antennes de la 4G va faire exploser la facture énergétique? D'autres considèrent que, comme il serait possible de les éteindre quand elles ne sont pas utiles, elles consommeraient moins. Et tout ça, c'est des sujets qui doivent être mis complètement sur la table. Et du coup, comme vous l'avez d'ailleurs tous très bien exprimé, le seul élément peut-être de différence d'appréciation sur ce sujet, il tient à ce mot et à cette notion de moratoire auquel les élus du groupe Europe et l'écologie, les Verts, tiennent beaucoup et auxquels d'autres expressions montrent qu'ils y sont ou qu'elles y sont moins attachés. Moi, j'essaye, dans ce conseil d'arrondissement, de faire deux choses. D'abord, de revenir le plus possible
à ce que sont les compétences du conseil d'arrondissement. Et je le dis, je l'ai dit à d'autres élus, je pense que ce vœu aurait dû être présenté d'abord à la métropole du Grand Paris, parce que, ma foi, l'enjeu des ondes, il n'est pas réservé au 18e. On ne fera pas différemment dans le 18e que dans d'autres arrondissements de Paris. D'ailleurs, ce serait un petit peu absurde. Imaginez qu'il y ait de la 5G dans le 9e, le 10e, le 19e, le 17e, Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, et pas dans le 18e. Évidemment, pour les habitants du 18e, les conséquences seraient exactement les mêmes. Et donc, il me semble que ce vœu aurait dû aller d'abord à l'échelle pertinente, qui est celle de la métropole. Si la métropole n'avait pas conclu conformément aux souhaits de tel ou tel groupe, il aurait été logique de le présenter au Conseil de Paris, qui pour le coup est compétent pour gérer tout ce qu'il est possible de gérer dans Paris. Enfin, si jamais cette échelle-là n'avait pas permis de trouver un consensus, peut-être de le déposer dans les différents conseils d'arrondissement qui, dans ce cas-là, auraient eu leur mot à dire. Mais on est ici sur une forme de paradoxe, c'est qu'on propose à l'échelle la moins pertinente de donner un avis qui engage les échelles les plus pertinentes. Mais c'est l'avis et c'est surtout l'organisation temporaire et la suite de nos conseils qui le disent. Alors, évidemment, on peut faire des mathématiques et considérer qu'il suffirait que les groupes votent comme un seul homme et le doigt sur la couture du pantalon pour assurer tel ou tel vote. Et bien sûr, si le groupe Paris en commun décidait de s'opposer au vœu proposé par les écologistes, compte tenu des abstentions qui sont annoncées, le vœu ne serait pas adopté. Voilà pourquoi il est possible que, si le vœu n'est pas adopté, nous puissions voter le vœu que nous avons proposé. Il est possible aussi, parce qu'au fond, il y a aussi une liberté de vote qu'un certain nombre d'élus ne veuillent pas laisser entendre, et c'est le sens de l'abstention des différents groupes, puisque ni le groupe Les Républicains, ni le groupe La République En Marche ne votera contre ce vœu, de dire, bon, il y a un débat, ne participons pas à ce débat à l'échelle qui est la nôtre, puisque c'est pas la bonne échelle, et laissons le Conseil de Paris faire son boulot de Conseil de Paris, c'est-à-dire d'adopter le vœu. Moi, vous le savez, j'ai tendance à ne pas aimer l'abstention. Jamais, parce que je considère que quand on est un responsable politique, il faut prendre position. Et que l'abstention est souvent, et sur bien des sujets, une facilité politique, parce qu'on n'ose pas tellement donner sa position. Mais je dois dire la vérité, sur ce sujet de 5G, moi, j'ai pas vraiment de position. J'entends l'argument légitime qui est de dire, bah oui, si on débat et qu'il n'y a pas de moratoire et qu'à la fin du débat tout est installé, c'est un peu absurde. Donc j'entends cette réflexion de la même façon que j'entends le fait que le déploiement de ces antennes, il a débuté dans le monde entier et voilà. Et donc pour la première fois, je suis tenté aussi par ce vote de facilité, qui est une facilité qui, il faut en avoir conscience, c'est facile, surtout quand on est dans la majorité, de s'abstenir, ça évite de prendre position, c'est confortable et parfois le confort est aussi quelque chose d'agréable. Et donc la proposition que je ferai, c'est de mettre au vote le vœu présenté, évidemment, il n'y a pas c'est pas un choix, de mettre au vote le vœu présenté par Europe Écologie Les Verts, et si vous en êtes d'accord, de mettre également au vote le vœu que nous avons déposé, et qu'on voit quelle est au fond la voix de ce Conseil, que chacun s'exprime comme toujours dans ce Conseil librement, et que de toute façon on puisse faire en sorte que le Conseil de Paris ait à s'exprimer là-dessus. Je sais qu'un certain nombre d'élus préféreraient qu'on rentre directement dans le rapport de force et qu'on vote, et la majorité de ce Conseil d'arrondissement sur cette question-là, par exemple, ne fait pas de doute. C'est pas ma façon de travailler. Jamais. Et évidemment, s'il y a des sujets sur lesquels il y a une opposition claire et un problème de valeur, évidemment, chacun prendra ses responsabilités. Mais je comprendrai celles et ceux qui feront ce vote-là. Pour la première fois, je crois, je comprendrai aussi celles et ceux qui s'abstiendront, considérant qu'ils n'ont pas tellement à avoir d'avis sur cette question-là à cette échelle. Ceux qui votent pour, votent pour. Et je vous propose qu'on vote les deux, ce qui permettra à tout le monde d'être à l'aise. Mais je le redis, on est en début de mandature et on aura l'occasion, au moment de la refonte du règlement intérieur du Conseil d'arrondissement, de retravailler sur ces questions. Moi, je souhaite qu'on cesse d'avoir, d'abord en Conseil d'arrondissement, puis en Conseil de Paris, exactement les mêmes débats. Le Conseil d'arrondissement, ce n'est pas un pré-Conseil de Paris. Le Conseil d'arrondissement, il concerne les compétences de l'arrondissement.
Et ce faisant, on s'interdit en réalité de revenir sur ce sujet. Parce que si le Conseil de Paris ne votait pas sur ce sujet-là des positions qui conviendraient aux différents élus, nous ne pourrions plus le réétudier ensuite en Conseil d'arrondissement, puisqu'on ne revient pas en Conseil d'arrondissement sur des votes qui ont eu lieu au Conseil de Paris, et on revient encore moins en Conseil d'arrondissement sur un vote qui a déjà eu lieu au Conseil d'arrondissement. Et donc je suggère aux différents groupes politiques, et je demande à Sarah et à toutes celles et à tous ceux qui auront à y travailler, d'être attentifs à ce mode d'organisation, pour faire en sorte que le Conseil d'arrondissement ne soit pas autre chose qu'un Conseil d'arrondissement. Parce qu'au fond, si on ne respecte pas ce cadre-là, eh ben, c'est la parole du Conseil d'arrondissement qui est amoindrie. Si on s'exprime tout le temps, surtout dans tous les sens, au fond, on ne dit plus grand-chose. Et c'est un peu, je crois, ce qui est arrivé dans les différentes mandatures que j'ai connues. J'en ai connu deux étant élu, j'en ai connu une encore avant d'être élu. Je crois qu'on amoindrit notre parole et ce n'est pas le cas uniquement du vœu sur la 5G. Enfin, quand on présente 9 vœux à un conseil d'arrondissement, inutile de dire que personne n'en retiendra aucun. Et donc je pense que nous avons à travailler là-dessus, mais je reconnais aussi que parfois il est agréable de rester dans le confort, et donc c'est ce que je suggère aux différents élus. Et donc je vais donner la parole à Émile s'il souhaite conclure le débat sur son vœu, et ensuite nous passerons au vote. Merci Monsieur le maire. Je vais juste apporter quelques éléments de réponse à vos questions, interrogations. Bon, tout d'abord, je comprends votre doute. Ça a été pas simple. Moi, le premier, quand je suis rentré dans le dossier, c'était un peu aride, et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est justement pour ça que je pense qu'il faut qu'on prenne notre temps, et c'est, vous l'avez compris, la demande du vœu. L'autre point, c'est que j'aurais aimé justement que nous puissions faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire parler entre nous, entre groupes, poser le pour, le contre, etc., puis aller voir la métropole, le Conseil de Paris, et prendre une position harmonisée à l'ensemble du territoire. Il est évident que c'est à l'échelle de la métropole, à minima, que ce genre de décision doit se prendre. Néanmoins, nous avons été contraints par un agenda qui n'était pas le nôtre, qui était celui du gouvernement, qui a voulu accélérer les choses en attribuant les fréquences 5G dès la fin du mois de septembre. Mon cher collègue Granier, je veux vous remercier pour ce vote d'abstention. Moi, je prends l'abstention dans ce cas précis comme un vote de courage, parce qu'on sait, dans nos partis réciproques, que ce n'est pas forcément une position partagée de s'interroger sur la 5G. Vous avez évoqué les usages qu'on peut attendre positifs de la 5G, comme la télémédecine, l'industrie, etc. L'industrie 4.0 notamment. J'y suis attentif. Je me suis documenté sur le sujet, j'ai interrogé des experts sur le sujet. Il y en a qui me disent « oui, on a besoin de la 5G pour pouvoir faire avancer l'industrie aux standards mondiaux ». Il y en a d'autres qui me disent « non, le port du Havre, par exemple, si on veut optimiser les conteneurs, les chargements, etc., on peut tout à fait le faire avec la fibre et la Wi-Fi ». Je n'ai pas la réponse. Là aussi, ça justifie qu'on prenne le temps et qu'on interroge les experts. Et puis après, il y a des fausses bonnes solutions. On nous dit avec la 5G, ça va être génial, vous aurez la voiture autonome. Mais pourquoi le véhicule autonome? Pour décongestionner les centres-villes, mais on n'en a pas besoin. On peut réorganiser la logistique urbaine du dernier kilomètre avec des vélos cargo, on peut faire des pistes cyclables comme nous attachons tous à les faire, et on peut régler le problème de la congestion, et on va y arriver sans recourir aux voitures autonomes consommatrices d'énergie, de lithium, de terres rares, etc., etc. Cher collègue Pierre-Yves Bournazel, vous m'avez dit très justement, la 5G, ça n'est pas forcément négatif et dangereux en soi. Je suis d'accord. Accélérer la vitesse de transmission des données n'est pas en soi bien ou mal. Ce que j'interroge et ce que j'appelle à ce qu'on interroge collectivement, c'est son déploiement à grande échelle. Puisque dès lors qu'on va le déployer en grande échelle, il faut forcément peser le pour et le contre. Mon avis personnel, mais vous l'avez compris, ce n'est pas l'objet du débat, c'est que le contre l'emporte sur le pour. Mais ça aussi, c'est pour ça que nous devons prendre le temps d'en débattre. Vous avez également abordé la question sanitaire. Ici aussi, et risque de vous décevoir, je n'ai pas de position. Ce que je lis, c'est qu'on n'en sait rien. On sait qu'on ne sait pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'une agence française de renommée, l'ANSES, est en train de diligenter une étude qui devrait être rendue l'année prochaine. Enfin, quel pays demande à son agence, une autorité quand même importante, on l'a vu dans la crise récente, de faire une enquête, mais de s'asseoir, excusez-moi du terme, dessus en avance, puisque de toute façon, peu importe les résultats de l'enquête, les choses seront lancées. On ne peut pas l'accepter à mon sens.
Je vais répondre très rapidement. Voilà, convention citoyenne. Ah oui, quand même. Je l'ai dit un peu dans mon propos, mais ça me semble quand même primordial. On a réuni, je crois, 150 personnes, des citoyens, qui, au hasard, un panel représentatif de la France. On a fait travailler ces personnes, le gouvernement que vous soutenez a fait travailler ces personnes, et c'est une bonne chose. Je l'ai toujours dit, personne ne pourra me prendre à défaut, et les écologistes c'est pareil. La Convention citoyenne pour le climat, c'est une bonne chose, c'est une nouveauté démocratique, et je pense que ça servira d'exemple pour beaucoup de choses pour la suite. Ces personnes-là ont travaillé 3 mois, 6 mois, presque 1 an je crois, ont interrogé des experts, et sont arrivés à des conclusions, malgré parfois leurs convictions politiques, à que, oui, la 5G va poser une question écologique, pour ne pas dire un problème écologique, et que pour ça, on devrait faire un moratoire. Et je trouve dommage qu'on puisse dire comme ça, renvoyer, je vais un peu polémiquer, la convention citoyenne à un modèle Amish ou ce genre de choses. Ça n'est pas ma conception de la politique. Je crois qu'on peut le faire confiance aux choses, et à tout le moins, il ne s'agit pas d'adopter avec un chèque en blanc ce qu'a dit la Convention citoyenne pour le climat, mais à tout le moins, on doit le respecter, l'entendre et travailler dans la direction qui a été donnée. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc je vais mettre aux voix. Oui, alors, un mot rapide. C'est pas pour rebondir sur les propos de mon collègue Meunier, simplement pour vous répondre à vous sur la nature de nos échanges et ce qui semblerait porter modification du règlement intérieur. Alors je vous propose qu'on fasse ça après les votes, parce que comme ça on reste dans le vote, et je vous donne la parole tout de suite après qu'on ait fini le vote sur. Ça va être quand même beaucoup plus simple. Alors, je mets aux voix le vœu déposé par les élus du groupe GEC. GEC. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Comme je le disais, je vous propose néanmoins de mettre aussi au vote le vœu présenté par le groupe Paris 18 en commun. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont tous les deux adoptés. C'est rare, mais c'est comme ça.